La guerre au Moyen-Orient progresse et chaque jour qui passe semble faire pencher la balance davantage vers une victoire écrasante et totale d'Israël. Surtout depuis la chute du régime syrien de Bachar el-Assad, un événement qui a redéfini le paysage géopolitique régional et qui a considérablement affaibli des alliés clés comme le Hezbollah. Le plus grand groupe paramilitaire armé au monde traverse une période de troubles sans précédent. Non seulement à cause de l'élimination de son leader, Hassan Nasrallah, et de ses successeurs potentiels, mais aussi en raison des innombrables coups portés au groupe ces derniers mois, y compris l'interruption de l'acheminement d'armes iraniennes via la Syrie. Netanyahou lui-même s'en vante ouvertement, et franchement, il n'a pas tort. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. Et ce n'est pas tout. Israël n'a pas seulement détruit une part très importante des arsenaux d'armes du Hezbollah, qu'on appelle aussi le Hazeb. Désormais, les cibles de Tsahal s'élargissent. Israël veut empêcher le Hezbollah de continuer à acheter des armes et à payer ses soldats. Alors comment est-ce qu'il compte s'y prendre ? En s'attaquant directement à sa puissance financière. Regarde ça. Le Liban évalue les dégâts après des frappes israéliennes sur des banques liées au Hezbollah. Ça fait des semaines qu'on voit Jérusalem frapper des cibles dans la capitale libanaise, Beyrouth. Et lundi dernier, l'armée israélienne a déclassifié des informations qui ont stupéfié plus d'une personne. Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash. In Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital, in the heart of Beirut, in the Dakhia. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now. Israël va encore plus loin en incitant les autorités libanaises à descendre dans le bunker situé sous l'hôpital pour y récupérer l'argent caché par le Hezbollah. Autrement dit, on ne parle plus seulement de guerre conventionnelle, on est dans une guerre psychologique et une pression politique intense. Reste à voir comment cette stratégie évoluera avec le temps, mais elle risque d'accroître encore la pression sur les épaules déjà lourdement éprouvées du Hazeb. Le point clé dans tout ça, c'est qu'une nouvelle réalité s'installe dans la région. Les marionnettes de l'Iran pour mener sa guerre asymétriques contre Israël sont presque toutes hors service. Mais est-ce que ça veut dire que le conflit est terminé ? Pas si vite. Les attaques israéliennes pourraient provoquer un changement de stratégie du côté des guérilleros libanais et palestiniens, voire du régime des ayatollahs lui-même. Le Hazeb est dans un dilemme compliqué et risqué. Il pourrait opter pour des attaques moins coûteuses, plus rapides et bien plus difficiles à détecter directement au cœur d'Israël. On parle ici d'attaques à petite échelle, comme des attentats ciblés dans la rue, au lieu de tirs de roquettes ou d'attaques militaires classiques. C'est d'ailleurs pas si rare de voir des groupes armés, acculés ou en déclin, se tourner vers le terrorisme comme ultime recours. Le problème, c'est que cette option pourrait s'avérer encore plus meurtrière pour les Israéliens que des missiles. Si on parle de victimes, le Hezbollah et ses alliés ont pu tirer 2 leçons majeures du 1er octobre 2024. Ce jour-là, l'Iran lançait sa deuxième grosse attaque de missiles contre Israël, utilisant même un de ses meilleurs missiles hypersoniques, le Fatah 2, probablement pour tester les défenses israéliennes. Résultat de cette attaque, un seul mort, un Palestinien tué par la chute de débris de missiles iraniens en Cisjordanie. Cependant, ce même jour, une attaque a fait moins de bruit médiatique. Le Hamas a perpétré une attaque à l'arme à feu contre des passants dans une station de tram à Tel Aviv. Le bilan, 7 morts. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? En gros, le dôme de fer et les autres systèmes antimissiles israéliens sont tellement performants que les attaques par roquettes et missiles font rarement des victimes. Après, il faut quand même préciser que ces défenses antiaériennes coûtent très cher. Chaque missile intercepteur du dôme de fer peut valoir jusqu'à 100 000 $. Et vu que les roquettes sont souvent lancées par dizaines, tu fais vite les calculs. Mais au-delà du coût financier, la réalité, c'est que, sauf en cas d'une attaque massive avec des centaines de missiles, les dégâts humains ils restent limités. Ce que la double attaque du 1er octobre nous a enseigné, c'est que si l'objectif est de faire des victimes, le terrorisme de rue entre guillemets pourrait devenir un énorme problème pour Israël dans les mois et les années à venir. Ces attaques sont moins chères, plus rapides et beaucoup plus difficiles à détecter. Surtout qu'avec l'accession au pouvoir des rebelles djihadistes syriens qui ont réussi à renverser le régime d'Al-Assad, on risque de voir une montée en puissance de groupes radicalisés dans le contexte chaotique actuel. Ça complique forcément la gestion israélienne des risques sécuritaires et ça explique surtout le déploiement d'unités de forces armées israéliennes
dans la zone tampon avec la Syrie. Alors face à cette menace potentielle, on se pose des questions. Est-ce que le Hamas et le Hezbollah pourraient-ils revenir à cette stratégie? Pourraient-ils transformer leurs opérations paramilitaires en une forme de djihadisme plus individualisé, comme on l'a déjà vu en Europe et dans leur propre histoire? Les loups solitaires sont-ils vraiment plus efficaces dans ce type de conflit? On va tout expliquer dans cette vidéo, mais d'abord pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Allez, on démarre, Maestro, lance l'intro. La dernière carte du Hamas et du Hezbollah? Il y a une question qui se pose en Israël, mais aussi ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer après? Même si les structures du Hamas et du Hezbollah sont détruites, ces groupes ne disparaîtront pas complètement, tout comme leurs militants et leur idéologie. Certes, pour l'instant, la milice chiite libanaise a encore les moyens de lancer des roquettes contre Israël, mais plus pour très longtemps. Quelques 160 roquettes du Hezbollah survolent le nord d'Israël lors des derniers tirs de barrage. Mais ce type de guerre pourrait prendre fin si Netanyahou tenait sa promesse d'aller jusqu'au bout et de désarmer ses groupes. Pour l'instant, il a surtout réussi à réduire considérablement leur capacité offensive. C'est précisément pour cette raison que les attaques pourraient redevenir l'avenir de ce conflit, comme elles l'ont déjà été par le passé. Non seulement à cause du nombre de victimes qui, comme on l'a vu, peut dépasser celui causé par les roquettes et les missiles, mais surtout parce que l'essentiel ici, c'est la terreur, la peur et l'impact social, économique et politique qu'entraîne la menace d'attaque conventionnelle contre des civils, ce qu'on appelle le terrorisme. En général, les attaques de rue perpétrées par des loups solitaires ou de petites cellules sont une menace bien plus imprévisible et difficile à contrer, même dans une société aussi sécuritaire qu'Israël. Ce genre de menace transforme chaque coin de rue, chaque terrasse de café, chaque train, chaque immeuble et chaque marché en une cible potentielle. Si une telle stratégie était adoptée à grande échelle par les groupes palestiniens et libanais, elle pourrait créer un sentiment généralisé de vulnérabilité et de perte totale de contrôle. Mais bon, comme pour une partie des députés de la France insoumise et de leurs alliés idéologiques, toute forme de résistance est légitime. Bref, attention, c'est pas un phénomène nouveau en Israël, c'est une réalité qui existe depuis de nombreuses années. Regarde ça. Une voiture percute la police israélienne lors d'une attaque terroriste présumée. La 4e attaque en 2 semaines en Israël sème la terreur à Tel Aviv. Un Palestinien tire et tue 3 jeunes gens dans une zone animée de la ville israélienne. Des dizaines d'attaques ont déjà été menées par le Hezbollah et le Hamas pour frapper au cœur de la société israélienne. Bien sûr, dans le passé, c'était une stratégie qu'ils utilisaient de manière intensive. Rappelle-toi comment l'Irakien Saddam Hussein finançait les familles des soi-disant martyrs. D'ailleurs, aujourd'hui encore, l'autorité palestinienne, financée en partie par Israël, récompense les shahids grâce au programme Pay to Slay. Payé pour tuer. Ceci dit, depuis un certain temps, ce type d'attaque est généralement relégué au second plan, tandis que les actions principales, comme on l'a vu ces dernières années, sont devenues plus militaires. Mais aujourd'hui, le risque est totalement différent. Le phénomène qui a tout changé, c'est celui des loups solitaires. On parle ici d'individus radicalisés qui rêvent de mourir en shahid. Des individus capables d'agir de manière indépendante, même sans lien direct avec ces organisations. Ils peuvent opérer seuls. Alors peut-être que tu te dis, mais Sancho, si les services de renseignement israéliens sont si efficaces et que le Shin Bet fait bien son travail, ça devrait être assez simple d'éviter ce genre d'attaque, non? Et bah justement, non. L'avantage des loups solitaires, c'est qu'ils peuvent opérer en dehors des radars des services de renseignement. Dans le cas israélien, contrairement à l'Europe, les terroristes n'ont même pas besoin de vivre en Israël pour mener leur attaque. Ils peuvent tout planifier et s'armer à l'étranger, ou au pire, s'appuyer sur un soutien logistique limité à l'intérieur du pays. Ensuite, ils n'ont qu'à entrer en Israël quelques heures avant l'attaque. Si le 7 octobre nous a appris quelque chose, c'est bien qu'aucun mur n'est infranchissable. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre danger dont presque personne ne parle, même s'il mérite qu'on s'y attarde. C'est que ce nouveau type de guerre contre Israël pourrait s'étendre au-delà de ses frontières. Laisse-moi t'expliquer. Les attaques à la roquette ou les frappes de missiles sont limitées géographiquement à Israël. Mais si le Hamas et le Hezbollah passaient à un modèle d'attaque traditionnel, leur cible pourrait s'étendre sur une grande partie du globe. Pour ces groupes terroristes, l'ennemi ce n'est pas seulement l'État d'Israël, ce sont les Juifs en général. Notre lutte contre les Juifs est très grande et très sérieuse. Elle nécessite tous les efforts sincères jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu et que la victoire d'Allah soit réalisée. Le jour du jugement ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les Juifs. Israël, le judaïsme et les Juifs défient l'islam et le peuple musulman. Que les lâches ne dorment jamais. Quelle que soit la propagande relayée dans les médias du monde entier, le combat du Hamas et d'autres groupes de la région ne vise pas vraiment la libération de la Palestine ou ce genre d'objectif. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit d'une lutte qui
qui dépasse Israël et devient une guerre entre religions. Sans oublier que certains dirigeants en profitent pour s'enrichir, mais ça c'est une autre histoire. Ce qui est très clair, c'est que leur méthode, telle qu'indiquée dans leur texte fondateur, repose sur le djihad. Et ça pourrait signifier une chose inquiétante. Si ces groupes s'organisaient de la même manière qu'Al-Qaïda ou que l'organisation État islamique, leur guerre pourrait s'étendre bien au-delà de la région, touchant l'Europe, les États-Unis et d'autres parties du monde. Dans un tel scénario, le simple fait d'être de confession juive, sans être israélien, pourrait suffire à devenir une cible. Et ce serait un scénario encore plus alarmant que celui dont on parlait juste avant. Dans ce contexte, alors même qu'elles sont déjà très nombreuses, les attaques contre la communauté juive pourraient se multiplier à l'étranger. C'est un risque extrêmement grave et sérieux. Incendie de la synagogue de la Grande Motte. Le suspect a expliqué avoir agi pour soutenir la cause palestinienne. Australie. 3 suspects recherchés pour l'incendie d'une synagogue, un acte terroriste selon la police. Pour qu'un groupe comme le Hezbollah ou le Hamas puisse réussir ce type de tactique, il lui faudrait un réseau solide pour s'armer et se financer tout en restant discret. Au sud du Liban, le Hezbollah dispose encore de plusieurs camps d'entraînement clandestins. C'est dans ces camps que l'organisation terroriste forme ses futurs combattants aux techniques de guérilla, à l'utilisation d'explosifs et aux tactiques de combat urbains. L'un des camps les plus connus, c'est celui de Janta, situé dans la vallée de la Bekaa, où le Hezbollah entraîne chaque année des centaines de combattants. Le Hezbollah a posé la première pierre d'un monument touristique djihadiste dans le premier camp établi par le corps des gardiens de la révolution iranien au Liban pour former les combattants du mouvement dans la région de Janta à l'est du Liban. Les rapports de services de renseignement indiquent que ces camps d'entraînement ne forment pas uniquement des Libanais. Ils accueillent aussi des militants d'autres pays, notamment des Syriens, des Irakiens et des Palestiniens. Dans ces camps, les combattants apprennent non seulement les techniques de combat, mais aussi des tactiques terroristes comme la fabrication de bombes artisanales improvisées et la planification d'attaques djihadistes. Ce type de formation permet au Hezbollah de conserver une force opérationnelle capable de cibler les fondements même de la société civile. Évidemment, c'est pas surprenant qu'avant les récents bombardements sur Beyrouth, Israël se soit concentré sur le nettoyage des zones situées au sud et au sud-est du Liban. L'objectif, il était très clair: empêcher le Hezbollah de continuer à opérer depuis ses principaux centres d'activité terroristes. Cependant, la vraie question demeure. Que se passera-t-il une fois cette guerre terminée? Est-ce que l'armée libanaise et les casques bleus de l'OTAN, jusqu'à présent largement inefficaces, seront capables d'empêcher le sud du Liban de redevenir une immense base arrière du Hezbollah? Si cet objectif n'est pas atteint, ce ne sera pas seulement la sécurité d'Israël qui sera à nouveau menacée, mais aussi celle de toute personne de confession juive où qu'elle se trouve dans le monde entier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Israël ne pourra jamais éliminer complètement la menace que représente le Hezbollah? Eh ben, on va t'en parler maintenant. Un terreau fertile pour le terrorisme. D'après nous, le terrorisme ne pourrait pas seulement se montrer plus efficace dans la prochaine phase de la guerre contre Israël, il représenterait aussi un investissement plus rentable pour ces groupes. Pourquoi ? Eh ben c'est assez simple, t'as déjà sûrement entendu l'expression « on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces ». Eh ben c'est un peu la même chose avec les terroristes du Hezbollah et pratiquement tous les groupes islamistes, qu'il s'agisse du Hamas ou de Daesh. Même si Israël a éliminé presque tout le leadership du Hezbollah, comme on l'a déjà mentionné plus tôt, il sera quasiment impossible de neutraliser tous les pions. C'est un objectif qui n'a jamais été atteint dans ce type de conflit. Et ça devient encore plus compliqué dans le contexte actuel où les événements ont très probablement radicalisé davantage de personnes cherchant à se venger d'Israël. On n'a qu'à penser aux dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur logement ou leurs proches dans les bombardements de l'armée israélienne à Gaza. Mais c'est pas fini. Tu le sais déjà très bien, l'Iran est le principal financier du Hezbollah et ce depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire depuis la création même de cette organisation. Pour le régime des ayatollahs, le Hezbollah représente leur investissement phare. Et il ne faut pas s'imaginer une seule seconde qu'ils vont abandonner ce groupe. C'est d'ailleurs ce que confirment déjà de nombreux analystes. Et c'est aussi précisément pour ça que le Hezbollah semble assez confiant quant à son avenir malgré les circonstances actuelles. Le Hezbollah est tout à fait capable de se défendre et de défendre le Liban et le peuple libanais. Les amis, que l'Iran aide ses proxys en période de crise, c'est pas nouveau. Après la guerre du Liban en 2006, qui a opposé le Hezbollah à Israël, c'est la République islamique iranienne qui a rééquipé et réapprovisionné les arsenaux du groupe libanais, y compris en pièces de rechange pour les plus de 4000 missiles tirés pendant ce conflit. Pour te donner une idée, l'Iran fournit aujourd'hui environ 700 millions de dollars par an au Hezbollah. Et certaines années, ce chiffre grimpe jusqu'à 1 milliard de dollars. Alors bien sûr, un scénario similaire pourrait très bien se produire dans les mois et les années à venir.
Autrement dit, la reconstruction du Hezbollah pourrait commencer très bientôt avec pour objectif de regagner rapidement son influence et sa puissance. Quoique, depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, les routes d'approvisionnement de l'Iran jusqu'au Liban en passant par la Syrie sont interrompues. Et ça, c'est dramatique tant pour le régime des ayatollahs que pour le groupe terroriste libanais. Mais il y a d'autres moyens. Par exemple, l'un d'entre eux, qui a déjà été utilisé par le passé et qui pourrait être réitéré ou développé, ce serait de passer par de fausses ONG. Par exemple, celle-ci, apparemment une organisation qui n'était qu'une ONG parmi tant d'autres opérant à Gaza ou au Liban. Mais la réalité s'est avérée bien différente. Green Without Borders est une organisation basée au Liban qui a fourni un soutien et une couverture aux opérations du Hezbollah dans le sud du Liban, le long de la route bleue. Ou que dire des liens troubles entre le député de la France Insoumise Thomas Porte et des organisations comme Urgence Palestine ou Humanitaire. Pour te montrer jusqu'où va l'ingéniosité de ces groupes, celle qu'on a citée précédemment prétendait gérer des postes de surveillance pour la foresterie. En réalité, ces postes servaient de point de contrôle pour le Hezbollah, certains situés à seulement quelques kilomètres des postes de surveillance des casques bleus de l'ONU. Un bel échec de la part de la mère des organisations internationales. Celle-là même qui passe son temps à condamner Israël pour exercer son droit à se défendre, plutôt que de faire son taf au sud du Liban. Le point crucial ici, c'est qu'il sera extrêmement difficile d'éliminer toutes les structures terroristes de la région et encore plus de les empêcher de se reconstruire une fois la guerre terminée. On l'a déjà vu dans le passé. Même après avoir subi de lourdes pertes, le Hamas a survécu malgré des leaders emprisonnés ou tués. Faut pas grand-chose pour qu'une organisation comme celle-ci renaisse. Le désir de vengeance, la frustration, la pauvreté, une population jeune et nombreuse, le fondamentalisme religieux et un peu d'aide pour financer les armes et les opérations. Des caractéristiques propres à la Palestine, au Liban et à la Syrie. Regarde la bande de Gaza par exemple, avec des dizaines de milliers de personnes déplacées. Ayant perdu leur maison ou des proches, il sera pas difficile de voir apparaître des mouvements encore plus radicalisés. C'est probablement le pire aspect de cette situation. Si on ne parvient pas à mettre en place une administration et des forces de sécurité compétentes, avec une réelle autorité sur le terrain et une détermination à mettre fin à ce chaos, si les conditions ne permettent pas aux gens de retrouver une vie normale, alors il sera extrêmement difficile, voire impossible de renverser la situation. Mais bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Le problème le plus important, c'est que le Hezbollah, comme le Hamas, est profondément intégré à la structure sociale et même économique du Liban. D'autant plus depuis la chute du régime syrien qui, paradoxalement, accentue l'intégration du Hezbollah dans la société libanaise, étant donné que c'est son unique planche de salut. Ça rendra extrêmement difficile de l'empêcher de se réorganiser ou de se refinancer. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va te révéler maintenant risque d'en surprendre plusieurs d'entre vous. Que le Liban traverse une grave crise économique depuis des années, ce n'est un secret pour plus personne. Une crise qui a même plongé le pays dans des coupures d'électricité prolongées à plusieurs reprises. Pour te donner une idée, plus de 70% de la population lutte pour joindre les deux bouts à la fin du mois et 44% vivent carrément dans la pauvreté. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Leur pays est en ruine et c'est le terreau idéal pour l'émergence de groupes terroristes. Alors que seuls 5% des familles libanaises bénéficient d'une aide de l'État, le groupe terroriste est engagé à mettre en place de véritables programmes sociaux. Ça inclut notamment une carte offrant $200 par mois à dépenser dans des supermarchés, mais pas n'importe quel supermarché, hein. Regarde ça. Le Hezbollah a commencé à distribuer ses cartes Al-Sajad. Ces cartes donnent accès aux coopératives du parti Al-Nour. L'entrée dans ces magasins, qui ressemblent à de grands dépôts, est interdite sans cette carte. Le Hezbollah aurait l'intention d'ouvrir des dizaines de magasins similaires dans tout le pays. Surpris ? Attends, il y a encore plus, hein. Pendant la pandémie, le Hezbollah a déployé ou financé plus de 20 000 agents de santé, mobilisé 100 ambulances et distribué des médicaments gratuitement, entre autres initiatives. Face à une crise économique aussi grave, de nombreux Libanais n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers ce type d'aide pour s'en sortir. Et forcément, leur perception du Hezbollah est bien différente de celle que nous, occidentaux, pouvons avoir. Le plus inquiétant, le nombre de soutiens que le groupe gagne ces derniers temps ne cesse d'augmenter. Et on ne parle pas seulement de militants actifs, mais aussi de Libanais qui voient le Hezbollah d'un œil favorable. Regarde les résultats de cette enquête. Depuis 2022, l'approbation du Hezbollah a fortement augmenté, même parmi les groupes non chiites. Certains chrétiens, par exemple, soutiennent désormais ce groupe près de 3 fois plus qu'il y a quelques années. Bien sûr, il faudra voir comment la guerre actuelle affectera cette tendance, mais les données sont surprenantes. Alors pourquoi on te raconte tout ça ? C'est simple.
Le fait que le Hezbollah soit aujourd'hui confronté à un risque existentiel en raison des coups portés par Israël au Liban et en Syrie pourrait paradoxalement en faire un terrain fertile pour le recrutement. Des centaines, voire des milliers de Libanais pourraient s'enrôler comme nouveaux combattants. Ces nouvelles recrues, encore inconnues des services israéliens, pourraient se déplacer librement dans le monde, capables de préparer et de commettre n'importe quel type d'attaque. On en retrouve même dans le cône sud de l'Amérique latine, prenant activement parti dans le narcotrafic. Alors jusqu'à maintenant, le Hezbollah a évité ce genre de scénario pendant des décennies. De telles attaques étaient jugées inefficaces et nuisibles à ses intérêts. Mais face à la situation actuelle, cette politique pourrait bien changer, et le risque est énorme. Les services de renseignement israéliens, le Mossad, ainsi que les services états-uniens et occidentaux, vont devoir suivre de très près ce qui se passe au Liban dans les années à venir. Parce que, comme on l'a expliqué dans cette vidéo, ce n'est plus seulement la sécurité d'Israël qui est en jeu, mais bien celle de toute la diaspora juive dans le monde entier. On pourrait être à l'aube d'une nouvelle vague de terrorisme visant l'Occident. Et ce serait le pire des scénarios possibles. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'Israël est en train de remporter l'une des plus grandes victoires de son histoire militaire. Mais ça ne signifie pas que le cauchemar est terminé. La vérité, c'est qu'il n'existe toujours pas de plan de sortie. Reste à voir comment la disparition de l'allié syrien va impacter le Hezbollah. Chez Diplo, on continuera à suivre cette situation de près. Mais en attendant, on a quelques questions pour toi. Est-ce que tu penses que l'avenir du Hamas et du Hezbollah passera par des attaques dites de rue? Est-ce que tu penses que ces cellules pourraient s'étendre bien au-delà du Moyen-Orient pour agir en Occident? Et comment est-ce que nous, on devrait répondre à cette nouvelle menace? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à liker, à t'abonner et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu. À ciao, bonsoir.